Marhaba bikoum. Merci de répondre présent à notre invitation. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui mon grand ami, professeur Saifullah Alouani, qui nous vient de Fès et qui même prône son identité fessie depuis quelques années, malgré ses origines de Cali. Mais c'est un autre sujet dont on ne parlera pas ce matin. Et donc, Saifullah est un professeur émérite en sciences de gestion qui fait énormément de travaux de recherche de manière trilingue. C'est un parfait arabophone, un parfait francophone et un parfait anglophone, entre autres. Et notamment, ses travaux de recherche portent sur les sujets du leadership, de la performance, et depuis quelques années, sur le concept de bien-être. Alors, bien-être, pas dans le sens de la mode, fashion qui va passer, où tout le monde nous parle de bien-être au travail, etc. Saifullah a commencé à travailler sur le sujet il y a au moins une douzaine d'années, sur le concept de bonheur authentique, de bien-être authentique. Et il a développé donc une approche, l'ingénierie du bien-être authentique, l'IBA, pour laquelle il a lancé un cycle de formation pour former des ingénieurs au bien-être. Alors, bien-être et ingénierie paraissent deux mots qui viennent de mondes différents, mais je pense que Saifullah nous expliquera tout à l'heure pourquoi justement. Et à l'occasion du lancement du cycle de formation donc, sur Casablanca, Inch'Allah, Saifullah a bien voulu donc animer cette conférence pour démystifier ce concept et nous permettre de l'appréhender peut-être un peu différemment. Alors, dans la salle, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus initiés que d'autres. Moi, je fais partie des gens qui n'en savent pas beaucoup. Et donc, j'ai hâte d'écouter professeur Saifullah. Et si je fais l'ouverture, c'est parce qu'on fait ce cycle en partenariat. On travaille avec Saifullah depuis plusieurs années sur différents sujets, donc dans des missions de conseil, dans des projets de recherche, etc. Et donc, nous sommes très contents d'accompagner le lancement du cycle sur Casablanca. Donc, sans plus tarder, c'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est Saifullah. Mais sous vos applaudissements, je passe la parole à Saifullah Alouani. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي أسعد أولياءه بلطفه وكرامته والصلاة والسلام على خير من سعد وأسعد وعلم وأرشد عليه الصلاة والسلام. Merci Reda, merci d'avoir été si généreux dans ta manière de me présenter. D'ailleurs, c'est maintenant que je découvre que tu fais partie de ma définition du bonheur. Hein. Tu fais partie de ma définition personnelle et aussi scientifique. Hein. Vous savez, ton nom, ton prénom surtout, à travers son sens, il est dans la science du bonheur. Et la première lettre de ton prénom, elle est dans une théorie du bonheur. Et donc, autant de raisons qui me font croire et apprécier le fait que Reda Talb se trouve parmi les personnes qui ont accepté de m'accepter en tant qu'ami. Alors, je remercie à mon tour toutes les personnes qui ont répondu présentes à notre invitation. Ça me réjouit doublement. Premièrement, c'est toujours flatteur pour son ego. Hein. L'ego est friand à ce genre de gestes. Et de trouver des personnes qui répondent présent à notre invitation. Et secondo, c'est parce que c'est un indice très positif qu'il y a des personnes qui s'intéressent à quelque chose qui est la pierre angulaire de notre projet. Donc il y a des personnes qui partagent avec nous le même souci, les mêmes appréhensions, la même perspective. Et ça fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons, en fait, ma promesse va être un peu modeste. Il n'y a pas de bouillon de poulet pour l'âme. Il n'y a pas de promesse de sortir un peu plus heureux de ce que vous l'êtes déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret à dévoiler. Il y a juste plus de lucidité, plus de pragmatisme et plus de rigueur par rapport à votre relation à ce thème très controversé qu'est le bonheur et le bien-être. Et je vous salue particulièrement parce que pour venir ici et renoncer à pas mal de plaisir, à pas mal d'occupations, il a fallu composer avec pas mal de préjugés tenaces. La première, et là je cite une remarque un peu, l'une des remarques les plus bienveillantes que j'ai reçues d'une personne à qui j'ai parlé de cette question d'occupation sur le bonheur,
c'était Pretty Blacherel. Pretty Blacherel, c'est leur manière d'exprimer d'exprimer le stéréotype qu'on a par rapport aux personnes qui s'intéressent à cette question de bien-être, de bonheur. On la prend pour légère, d'hédonistes, de personnes qui n'a rien à faire et donc du coup il se permet le luxe de penser au bien-être parce qu'on est supposé vivre, on est supposé gagner de l'argent, on est supposé produire quelque chose, on est supposé être occupé par des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus profondes. Et donc le bonheur, le bien-être et tout ce qui va avec a une connotation un peu mièvre, un peu légère, un peu galvaudée euh, par l'excès d'usage. Et donc je salue en fait votre audace. Et j'aimerais bien partager avec vous certaines réflexions préliminaires, quitte à faire une petite digression pour répondre à tous ces détracteurs qui prennent notre initiative peut-être et qui la voient qui ont une petite opinion de ce que nous faisons. Primo, vous savez quoi? Le bonheur et le bien-être et tous les synonymes qui vont avec représentent la question ultime. Ça veut dire, pourquoi on achète une voiture? Pourquoi on bosse? Pourquoi on fait de la prière? Pourquoi on va au pèlerinage, le hajj, etc. Pourquoi on fait des choses? Pourquoi on gagne de l'argent? Pourquoi on fait des études? On peut aller d'une manière ascendante, descendante, comme vous voulez, jusqu'à ce qu'on arrive à la question derrière laquelle il n'y a pas de question. C'est pour être heureux. Et nous, les musulmans, nous disons pour être heureux, dunya wal akhirah. Sa'adatud darain. Et donc au-delà du bonheur, il n'y a rien. Le bonheur est peut-être la seule chose qui est recherchée pour elle-même. Tout simplement. Recherchée pour elle-même. Et donc, alors, quand on s'intéresse à la question ultime, nous sommes dans le vif de la pertinence. Donc, tout ce que les gens ailleurs sont en train de faire peut être justement ramené à notre sujet d'aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui font des loisirs, il y a des gens qui s'occupent de leurs enfants, il y a des gens qui font des études, il y a des gens qui sont à la Mecque en train de faire le Umrah. Mais finalement, tout ça doit être ramené à un seul dénominateur commun, qui est le bonheur. Donc nous sommes très alignés avec ce que font tous les autres. Ça d'une part. Et d'autre part, vous savez quoi? Le bonheur est la monnaie unique. C'est la monnaie ultime. C'est la devise ultime de tout ce que nous faisons comme activité. Tout ce que nous faisons peut être monnaillé, converti en équivalent bonheur. Nous achetons des expériences. Quand on achète une belle voiture, une belle maison, quand on fait un voyage, quand on fait une séance de décor, quand on fait toutes les activités humaines, alors finalement, quand on veut s'élever au-delà de l'activité elle-même, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'équivalent en émotion, l'équivalent en expérience intérieure. Et donc finalement, ce que nous cherchons à travers toutes les activités que nous faisons, c'est cette devise, l'équivalent en émotion, en expérience intérieure. Et donc finalement, le bonheur, c'est la monnaie unique entre tous les humains. Et surtout, c'est le grand égalisateur entre les humains. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour accéder au luxe, pour accéder aux ressources, pour accéder à l'argent, pour accéder aux richesses, pour accéder aux choses qui nous entourent. Chacun a ses moyens et ses possibilités. Mais la tristesse d'un Richard est la même. Est la même sur le plan physiologique, neuronal, chimique ou autre, comme expérience que la tristesse d'un pauvre. La joie de même. Le plaisir de même. Et donc finalement, on peut être différent sur le registre des moyens, mais on est, in fine, tous à pied d'égalité quand il s'agit de l'expérience intérieure. Et donc, quoi d'autre comme raison pour qu'on puisse se sentir sérieux? C'est un sujet qui nécessite justement qu'on s'arrête et qu'on y songe sérieusement. Et c'est ça, en fait, l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est changer cette représentation, peut-être stéréotypée, parce que le bonheur est un sujet un peu tabou dans nos sociétés. Hein? Même si les gens trouvent des moyens un peu déplacés pour
ont parlé. والله يرزقها الصحة والسلامة، الله يعطينا راحة البال، الله يخلينا على خير، اللي ما خرج بالدنيا ما خرج من عقيبة. Oui, notre société, elle est tellement hantée par cette recherche de plaisir, par cette recherche d'expérience positive, par cette recherche de paix intérieure, mais elle ne se donne pas la permission d'en parler ouvertement et de prendre à bras le corps la question du bonheur d'une manière qui sort des généralisations, qui sort des discours un peu pompeux et des discours pleins de platitudes, dont le niveau de platitude peut-être très proche de l'indigence. Hein. On trouve des discours comme ça, et qui ne touchent pas d'une manière sérieuse ce que c'est que le bonheur. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de secret à révéler. Il n'y a pas de recette magique. Il y a de la lucidité, il y a de la prise de conscience, il y a des outils, il y a des pistes. Tout simplement. Et c'est ça l'esprit de l'ingénieur. Alors, quand on s'intéresse, excusez-moi, j'ai ramené avec moi un truc un peu plus technologique. Il est censé. Voilà. Quand on s'intéresse à cette question de bonheur, on va provoquer pas mal de figures d'autorité à travers l'histoire, depuis Platon, Aristote, les épicuriens, les stoïciens, les Spinoza, autres, et depuis même pour notre référentiel culturel, Kimia Udar Saada, c'est très célèbre, Imam al-Ghazali, ou Miftah Udar Saada, les Ibn Qayyim. Nous allons interpeller pas mal de personnalités, pas mal de courants de pensée qui vont dire la chose et son contraire, qui vont parfois, comme peut-être Spinoza, comme Kant, qui va nous dire que, souligner le caractère un peu labile du bonheur, c'est-à-dire le bonheur est insaisissable. Jean-Jacques Rousseau qui va nous dire, vous savez, à partir du moment que vous vous posez la question si vous êtes heureux ou pas, vous cessez de l'être. Parce que le bonheur est quelque chose qui se vit. Nous avons Aristote qui va nous dire, le bonheur c'est la raison ultime de tous les êtres humains. Nous avons les épicuriens qui vont nous dire, le bonheur c'est l'absence de toute forme de douleur, de souffrance. Et donc c'est du pur plaisir. Nous avons la théorie, nous avons un foisonnement de théories, un foisonnement de courants de pensée, un foisonnement disons, de philosophie qui s'intéresse à cette question de bonheur. Ça se respecte, oui, mais sauf qu'on a besoin de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Pour sortir avec une théorie pragmatique qui nous aide. Parce que finalement, le bonheur, c'est parmi les choses pour lesquelles chacun de nous, il a une définition propre. Chacun de nous, il a une représentation très personnelle et très juste d'ailleurs de ce que c'est que le bonheur. Alors comment peut-on frayer notre chemin dans ce tohu-bohu et dans ce chahut de théories et de courants de pensée, etc. Alors, la première des choses, c'est que l'affaire est complexe. Et je me rappelle bien d'un certain Holmes qui a dit « Je me moque de ce qui se trouve de ce côté ici de la complexité. Mais je donnerai la moitié de ma vie pour retrouver la simplicité de l'autre côté de la complexité. Je me moque de la simplicité qui se trouve de ce côté de la complexité. Mais je donnerai la moitié de ma vie pour la simplicité qui se trouve de l'autre côté de la complexité. C'est-à-dire après avoir mijoté la chose et déconfusionné un peu sous tout ce enchevêtrement et retrouver une image. Alors moi, je prétends avoir fait ce petit chemin depuis des années et je vous parle de l'autre côté de la complexité. Et c'est de cette posture d'une personne qui prétend être de l'autre côté de la complexité que je m'adresse à vous. Et vous savez quoi, je vous dois quelque part une petite présentation de ce que je fais. Moi, je suis un spécialiste du bonheur, du bien-être. Ça ne se confond pas avec une personne, bien entendu, heureuse. Voilà, être spécialiste de la question ne veut pas forcément être... disons, l'idole de la chose.
Ça, d'une part, moi, je m'intéresse à la question du bien-être et j'accompagne les gens, qu'ils soient individuellement ou en organisation, dans leur façon de s'intéresser au bien-être. Donc moi, je m'intéresse et j'aide les gens qui s'intéressent à cette question. Donc, quelque part, je suis un Sherpa de la question. J'accompagne les gens dans leur quête du bonheur, sauf que ma boîte à outils est un peu différente. Et donc, comme quelqu'un qui vient de l'autre côté de la complexité, je vais partager avec vous ce que j'en pense. Un ingénieur de bien-être, c'est juste quelqu'un qui respecte les philosophes et les religieux, bien entendu, parce que les philosophes cherchent la vérité. Les religieux nous livrent justement une version de la vérité telle qu'ils l'ont acquise à travers les textes sacrés. Et ça, on ne peut que se soumettre sans condition. Les scientifiques font un travail de raisonnement et d'esprit critique. Il va falloir juste dépouiller cette liste des alchimistes. Et pour dépouiller la liste des alchimistes, je vais peut-être faire une petite digression et vous inviter à faire un voyage avec moi à Venise. Les années 1500, fin des années 1500, début 1600. C'était la période où Venise était en train d'être mise à genoux par le fait qu'on a découvert le nouveau monde. Les richesses se sont déplacées vers l'autre côté de l'Atlantique. Les familles riches de Venise étaient menacées dans leur gain-pain et de leur business model. On était désespérés. C'est à ce moment-là qu'un homme étrange fit apparition. Antonio Bragadino, un homme d'une corpulence impressionnante, avec 2 chiens noirs qui représentaient pour lui les représentants du diable. Et il prétend avoir vu le diable en toute sa puissance, comme il le dit. Et qu'est-ce qu'il promet aux gens, au Sénat de Venise? C'est qu'il est un alchimiste. Il est capable de transformer le mercure en or. Il a fait un truc de transmutation très, très impressionnante. Le Sénat était tellement désespéré qu'il a accepté de financer ses recherches. Et donc le gars, il est resté 7 ans à Venise, en train de vivre aux frais de la princesse, aux frais des gens de Venise, sous prétexte qu'il est en train de travailler un peu plus profondeur pour développer sa pierre philosophale, pour retrouver encore quelque chose qui peut transformer en grande quantité des métaux ordinaires en or. Il a fallu attendre peut-être 7 ans, 8 ans pour qu'on découvre la supercherie. Et on l'a condamné à mort et on découvre que le gars, c'est juste un moine défroqué. C'est un gars qui est recherché pour inquisition par l'Église. C'est juste un escroc comme tous les escrocs et qui n'a rien de spécial comme pouvoir. On l'a condamné à mort et l'histoire raconte qu'il a fallu au bourreau 3 coups d'épée pour pouvoir détacher sa tête de son corps, histoire de dire que difficile de tuer les alchimistes. Vous savez quoi, l'histoire se répète. Les alchimistes sont toujours là. Venise est toujours parmi nous. Nous avons dépassé l'ère de l'anxiété qui était le XXe siècle. Nous sommes à l'ère de la mélancolie. Nous sommes désespérés. Et nous voulons une solution. Et c'est à ce moment-là, parce que les alchimistes se nourrissent de cette recherche désespérée de solutions miraculeuses toutes faites, qui nous dédouanent de toute recherche critique, de tout travail actif. C'est ça, en fait, l'atout des alchimistes. Et ces alchimistes, ce n'est pas Antonio Bragadino qui était le dernier. Le premier alchimiste, par rapport à cette question de bonheur, c'est qui? C'est la modernité. Le système mondial actuel dans lequel nous vivons nous dit « Ah, vous êtes un peu malheureux, désespéré, mélancolique, c'est parce que vous n'avez pas assez de pouvoir d'achat. Vous n'avez pas assez de biens. Achetez plus et vous serez heureux. Il faut acheter, gagner un peu plus d'argent,
Endettez-vous, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de maintenir la machine. Et donc, on entre dans une spirale hédonique, infernale, addiction à l'achat. Il faut acheter, acheter, continuer à acheter. Ah, voilà. Deuxième des choses, ah, vous êtes malheureux, c'est que vous êtes laid, c'est que vous n'êtes pas mince. Il faut chercher l'idéal. Et voilà, les alchimistes, ils sont là pour nous livrer les recettes pour perdre du poids, changer de figure, bref, toute l'industrie qui va avec tout ce qui est paraître et le dogme du corps. Survival of the Prettiest. Ça, c'est un titre d'un ouvrage qui procrade notamment cette tendance à favoriser le paraître et investir trop sur le paraître, alors que c'est l'être qui fait la différence. Nous avons toute l'industrie parapharmaceutique. Je ne parle pas de l'industrie pharmaceutique palliative qui a découvert beaucoup de bonnes molécules comme le Prozac qui a fait quand même beaucoup de bienfaits, mais je parle de toute cette industrie parallèle qui nous dit vous êtes juste un peu anxieux, vous êtes stressé, prenez un peu plus de magnésium, un peu plus de quelque chose, un peu plus de cette molécule et vous allez un peu dormir mieux. Et puis il y a toute une industrie dont le business model est basé justement sur cette recherche désespérée qu'on fait pour le confort. Et on prend des pilules, je prends le magnésium. Ah, on a un réflexe d'abord. Hein? Je prends le magnésium, je prends un anti-stress, je prends un anti-anxiété, etc. Et ce qui fait le bonheur, d'ailleurs, de toute l'industrie pharmaceutique qui va avec. Et puis, nous avons les scientistes littéralistes. Les gens qui abusent d'un langage scientifique pompeux pour nous promettre quelque chose de quantique. Vous savez, et scientisme, toute personne qui utilise un langage qui appartient à la science, mais qui est utilisé dans un cadre, comment part-on de bonheur quantique? La physique quantique, elle est bien connue. Alors, ce qu'on entend par quantique, quantisme, etc., dans la physique quantique, on peut le comprendre. Mais dans le monde du bonheur, dans la guidance quantique, dans Tanarumat al-Hamd Nawawi, dans Riki al-Islami, فن العلاج بالطاقة الكريمة, dont تمكين أسماء الله الحسنى, toutes les parties, alors toutes les promesses il y a une interpénétration entre le sacré, le scientifique, l'ésotérique, le sectaire, et on se retrouve entraîné dans une spirale de recherche désespérée de quelque chose. Et puis il y a les self-help. Les 7 degrés de quelque chose, les 7 secrets, les think and grow rich, awake the giant within, poor dad, rich dad, etc. Toute l'industrie du développement personnel qui vous dit il y a juste un secret, il faut juste se mouvoir et bouger et sortir l'énergie, le géant qui est en vous, etc. Et oula, stay positive. Positive thinking, the magic of thinking big, et plein d'histoires anecdotiques. Plein d'histoires anecdotiques, c'est-à-dire des histoires qui sont sélectionnées d'une manière très déplacée de leur contexte pour passer à une conclusion qui est logiquement pas forcément vraie. C'est juste une manœuvre rhétorique. Et donc, quand on n'a pas d'esprit critique, on risque d'être entraîné dans la spirale des alchimistes. Et Dieu sait, ma foi, combien y a-t-il d'alchimistes parmi nous? Nous avons toute une industrie d'alchimie autour de nous. El Bragadino est toujours là. Parce que les besoins qui ont fait naissance, qui ont donné naissance au malaise, ils sont là. Et on est tous désespérés, on cherche toujours. C'est inné dans notre génome, même le fait de rechercher le bonheur. Mais quand on capitalise sur la philosophie, et quand on fait appel à l'esprit critique, à la méthode, à l'expérimentation, et quand on respecte et on se ressource d'une manière très profil bas vis-à-vis de la religion, sans instrumentalisation, on est dans la posture d'ingénieur. Quand on n'instrumentalise pas la spiritualité et la religion, quand on la prend comme matière sacrée et on s'approprie d'une manière très appropriée.
quand on capitalise sur tout l'héritage de la philosophie et sa profondeur, et quand on passe à l'esprit critique et au fait de mettre sur la corde raide tout ce qu'on peut suggérer comme solution, on est dans la posture de l'ingénieur. Et donc, il est temps que je vous livre peut-être la définition du bonheur, scientifiquement. Voici ma définition scientifique. Voilà. C'est ça la définition. Alors, je ne suis pas léger. Je ne suis pas dans la métaphore. Oui, c'est une métaphore qui provoque. J'ai imaginé vous sourire. Mais, vous savez, mais derrière, il y a toute une science. Et tout mon plaidoyer pour le reste de cette conférence serait de vous amener à réaliser avec moi que effectivement, c'est ça le bonheur scientifiquement parlant. Vous voulez qu'en silence? Pardon? Oui, nous sommes dans le bonheur authentique. Et donc, authenticité veut dire spécificité contexte. Hein. Et donc, spécificité contexte, nous sommes au Maroc et donc chez le Maroc. Donc, voici ma... Hein? Sachant que le couscous, maintenant, il a pris une tournure très, très, très transnationale. Hein. Alors, on va suivre tout le raisonnement pour qu'on puisse sortir ensemble sur une définition qui réalise effectivement que le couscous... Alors, nous allons construire cette matrice. La matrice, elle prend deux dimensions. Il y a le présent, il y a le futur. Quand je fais une chose qui me fait bénéficier dans le présent, mais qui gâche ma vie dans le futur. C'est comme si vous mangez du junk food. Un hamburger, ou la chitagine tkhli, ou la haja amra cholestérol, voilà. Ça fait plaisir pour maintenant, mais vous savez au fond de vous que si vous continuez sur ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vos veines, pour vos articulations, pour votre poids, pour votre santé en général. C'est manger du junk food. C'est tout ce qui est industrie de fast-food, etc. C'est l'hédonisme. L'hédonisme veut dire maintenant, tout de suite, je veux mon plaisir. Ce n'est pas du bonheur. Alors toutes les personnes qui vivent prisonnières du présent, ils sont dans l'hédonisme. L'hédonisme n'est pas une forme de bonheur. C'est juste une forme d'existence où on est prisonnier du bonheur et l'expérience. D'ailleurs, toutes les religions, bien entendu, sont contre cette tendance hédoniste. Tout le bon sens est contre cette tendance hédoniste. Et généralement, vous savez pourquoi les gens ils ont cette petite opinion vis-à-vis du bonheur? Parce qu'ils le confondent à l'hédonisme. Hédonisme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soucie guère de ce qui va se passer demain et qui veut juste faire plaisir aujourd'hui, qui succombe à tous les désirs, tous les plaisirs, tout ce qui peut me servir maintenant. Alors, l'inverse de l'hédonisme, c'est une chose, c'est quelqu'un dont la vie est conjuguée au futur. Il prend ses sandwichs végétariens ou cette salade inodore, pas de goût, pas de sel, pas d'additifs, ni d'huile d'olive, ni rien. Vous mangez carrément du chlorophylle. Hein? Et vous vous dites, ça fait plaisir. Vous vous dites oui, parce que comme ça, je vais rester en bonne santé. Vous bossez. Rat race en anglais, rat race en anglais, c'est quelqu'un qui court tout le temps. L'équivalent dans ftaqaftna, peut-être le messarier qui يقولوا جري الوحوش ولا احنا كيقولوا حمار الساقيه dans notre équivalent culturel, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre aujourd'hui, mais sous prétexte que cette souffrance d'aujourd'hui va lui fournir du plaisir demain. Et c'est le dogme qu'on utilise avec nos enfants. Etc. Et toute notre vie, elle est prisonnière du futur. Donc, l'hédoniste et les prisonniers du passé, prisonniers du présent, le rat race, on l'appelle en français l'arriviste ou le fonceur.
L'arriviste, pas de le sens au soleil, mais l'arriviste, celui qui définit son bonheur en fonction du point d'arrivée. Et donc, l'arriviste, c'est quelqu'un qui définit son bonheur, son bien-être, qui le conjugue toujours au futur. Il y a toujours un pont. Il ne finira jamais. الخدمة حتى نتزوج حتى نولد حتى ناخذ لا بروموسيون حتى ناخذ هذا حتى هذا حتى نطيح هذوك 4 كيلو حتى هذا حتى bref, il y a toujours quelque chose à accomplir dans la vie et toujours son bonheur, voilà, il est reporté. Repoussé. Alors, dernièrement, mon fils, في الباك وداك الشيء قال لي ودابا انا خصني نبقى نقرا وما غنرتاح دابا وقتاش غنرتاح. Il commence à découvrir qu'il est dans la vie adulte et qu'après les bacs, il y a les études supérieures. Après les études supérieures, il y a la carrière. Il réalise que voilà, il est dans le piège. قال لي je lui ai répondu avoir maintenant, c'est avoir plus tard. Tu peux choisir d'être heureux maintenant et plus tard. Il n'y a pas du either or. Il n'y a pas de soit maintenant, soit plus tard. Il y a du maintenant et plus tard. Nous sommes dans une dialogie. Donc avoir maintenant, c'est avoir plus tard. Mais si avoir maintenant, c'est renoncer à plus tard. Non. Maintenant, il faut que tu savoures que ta vie est faite de parcours et que tout ce que tu fais actuellement, il a du sens. Et tu dois être heureux dans le parcours. Donc, histoire de le ramener de cette attitude rat race, de cette attitude d'arriviste, attitude de personne prisonnière du futur. OK? Et puis, nous avons le nihiliste ou le défaitiste. Juste fixe jouer. Ça n'a pas de goût et ça n'a pas de bénéfice pour la santé non plus. On renonce à sa quête pour le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce défaitisme. Les bonheur, ingénieur et bonheur. Vous voyez, c'est des gens qui ne se donnent pas la permission même d'aller. Il est en train de consommer une vie sans goût. Et il n'y a pas de futur dans lequel il peut conjuguer son bonheur. Le passé, peut-être il est prisonnier du passé. Et on dit généralement que le nihiliste est prisonnier du passé, que l'arriviste est prisonnier du futur, que l'hédoniste est prisonnier du présent. Mais ma définition à moi, il est toujours, c'est ça le bonheur. Et c'est ça à quoi j'aimerais justement vous amener à une représentation lucide, palpable. Alors commençons par ce que nous dit la science. Vous savez, un ingénieur utilise des formules. La science, il nous dit happiness, mesuré en termes de life satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction de votre vie, vis-à-vis de votre vie. Elle est déterminée à hauteur de 50% par quelque chose qui s'appelle un set point, un niveau de base. Ça veut dire quoi un niveau de base? Quelque chose incrusté dans vos gènes. Dans vos gènes. Vos prédispositions à savourer la vie, à vivre des émotions positives, etc. Elle est quelque part à 50%, selon une étude, c'est la source, à 50% déterminée par nos gènes. La même situation. Et les études ont été faites sur les gens qui gagnent au loto. On mesure leur niveau de bien-être avant, et puis au moment où ils gagnent, on mesure un pic énorme. Ouais, bien-être, ça va s'éclater. Après 2 ans, ça revient. Quel que soit le niveau, on revient au niveau de départ. Les gens qui font des accidents graves, et on mesure leur niveau de bien-être au moment de l'accident, en cours de deuil, on sait qu'il y a une chute de bien-être. Mais par la suite, ils reviennent au niveau ordinaire. Il y a un set point déterminé par nos gènes. Voilà. Il faut accepter notre héritage qui fait partie de... Mais il reste encore à 50%. Oui. الفطرة elle est porteuse de valeurs. الفطرة لا هذا التكوين النفسي. هذا التكوين النفسي. يعني on est dans le domaine conceptuel, il n'y a pas d'interpénétration entre les concepts parce que quand vous dites fitra, vous invitez
tout ce qui va avec, comme حمولة حمولة إلهية. حمولة المسؤولية الإلهية. Alors quand on dit تكوين النفسي هذا خلق، هذا عطاء ربوبية. فعطاء ربوبية يستوي فيه المجرم البر والفاجر، هذا عطاء ربوبية لا علاقة له الفطرة عندها علاقة بالتوجيه الأخلاقي. ففطرنا الله على كره الكذب وعلى كره الخيانة، وفطرنا الله على معرفة الباطل وعلى معرفة الحق. هذه أمور فطرنا عليها لتكويننا النفسي. هذا التكوين النفسي اللي qui n'est pas forcément orienté éthiquement. Et donc 50%, c'est circonstances, les circonstances. Alors les circonstances contribuent à hauteur de 10%. Et parmi les circonstances, par exemple, être jeune ou vieux ne change rien. Être riche ou pauvre ne change rien. Au-delà d'un certain niveau, je ne sais pas si... au-delà d'un certain niveau de richesse, ça, personal income, c'est-à-dire le revenu personnel, la happiness. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, l'argent n'ajoute rien en votre bonheur. Au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire les besoins vitaux, ils sont satisfaits, etc. La santé, pas forcément. Il n'y a pas de lien très très fort. Le mariage, oui, il y a une relation très significative entre le fait d'être marié, la qualité du mariage ou le bonheur. Quoi d'autre? Le climat, pas beaucoup de relations. Et il y a des relations entre, par exemple, les personnes qui disposent d'un choix. C'est-à-dire qui vivent dans un univers où il y a beaucoup de choix. Est-ce qu'ils sont plus heureux ou moins heureux? Moi. More is less. This is the paradox of choice. C'est le paradoxe du choix. دخل تشري سروال ولا شي حاجه من شي مغازان وغتلقى توت لي طاي توت لي مارك لي ستيل ايتترا اتمرض. That's the paradox of choice. Alors notre vie par rapport à celle de nos ancêtres qui était prédéterminée, il y avait peu de choix. غتقرا في ايكول وحده غتزوج بنت خالتك ولا وحده فهمتي غتبقى في ايكول وحده غدير اون كارير وغتبقى تخدم تخلص لا خرج لا سيرفيسك على خير. Tu n'as pas le choix de carrière. Il y a des études prédéterminées. Tu vas faire des études. Maintenant, regardez nos enfants avec l'éventail du choix entre les carrières, entre les possibilités, etc. Plus on ajoute possibilités, moins on a de savoring, moins on a de voilà de تذوق ديال الحاجه. Voilà, le paradoxe du choix. Plus on a de choix, plus. Voilà. Et donc, il y a le coût d'opportunité qui va, il y a le manque à gagner, etc. Et donc, more is less. Donc, more choice is less happiness. And less is more. C'est le principe, ce qu'on appelle via negativa. Adding by subtracting. Quand vous ajoutez plus de bonheur à votre vie, en soustrayant des choses. جربها في البيت حيد عليك الكراكيب وداك الشيء اللي زايد vous soustrayez des choses كتزيد النيفو ديال لو كونفور حيد عليك شي ناس طالعين لك في راسك في حياتك et vous ajoutez adding by subtracting. Et donc parfois il va falloir déstaticiser en fait nos vies de toute l'énergie électrostatique. Alors, voilà, il y a tout un courant minimaliste, moi je dirais stoïcien, stoïcien dans le sens où on travaille sur les désirs, on travaille sur limiter les désirs, et voilà, on peut convertir ça en termes beaucoup plus normatifs et dire les gens qui sont dans le contentement, ils sont plus enclins au bonheur. Alors, les 10%, c'est ça, mais il reste la partie volontaire. C'est 40% quand même.
40% quand même qui dépendent de nous. Voilà, moi je travaille sur cette partie. Moi, je vous aide à travailler sur cette partie-là, sur les 40%. Alors ça, c'est des études de la psychologie positive qui ont été faites et refaites et peer-reviewed, etc. Donc nous sommes dans de la science qui ne prétend pas la vérité, mais elle est falsifiable, c'est-à-dire elle est prête à changer son point de vue si jamais les arguments ne sont pas probants, tout simplement. Donc il n'y a pas de vérité, mais il y a de la falsification. Oui. Voilà, mais le fait d'être vieux voilà, le fait, il n'y a pas de différence entre femmes ou hommes. On a fait des études, c'est-à-dire sur des échantillons extra larges, sur une durée un peu élargie, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a une différence entre les pays riches et les pays pauvres. On a vu qu'au-delà d'un certain seuil, il n'y a pas de différence. On a essayé de comprendre donc les idées communes, les idées reçues sur le climat. Est-ce que quand vous vivez dans un pays là où il y a le soleil, il n'y a pas de différence. Hein, ça n'influe pas, etc. Et donc, on a fait beaucoup de recoupements pour dire, dans les circonstances, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et on considère les circonstances comme plus ou moins imposées. Alors, maintenant, les 40%. Maintenant, nous allons... Les 40% dépendent de quoi? Ils dépendent du PERMA. PERMA, on la doit à Martin Seligman, l'un des fondateurs de la psychologie positive, et qui est lui le fondateur de la théorie du bien-être authentique, ou du bonheur authentique, qu'il a fait évoluer par la suite, quand il l'a mis en pratique. Il a fait évoluer vers la théorie du flourishing, ou le bien-être, et disons, l'élément central de sa théorie, c'est ce modèle PERMA. P pour dire positive emotions, les émotions positives. P pour dire positive emotions, tous les affects positifs. E pour dire engagement, et on va voir ce que c'est. R, pour moi, c'est Reda Talb. Donc R c'est Reda Talb, pour moi. Hein? Mais R, c'est relationships. Relationships. Maintenant, vous comprenez pourquoi je lui dis que dans la première lettre, M, c'est meaning. Meaning, le sens. L'homme est fait de sang et de sens. Et ou la A, c'est achievement, accomplishment. Achievement, accomplishment. Vous voulez travailler sur votre bien-être? Vous voulez le couscous? C'est justement ça. Et voilà, on va serrer les ceintures et on va atteindre l'altitude, la vitesse de croisière et on va prendre à bras le corps ce que c'est cette histoire de PERMA. Vous êtes prêts? Et voilà. PERMA. P. Les émotions positives. Alors, comment peut-on augmenter nos émotions positives? Alors, Khalik, la première des choses, par rapport à votre relation au passé, il va falloir faire une chose, le pardon et la gratitude. Pardon et gratitude. Et il y a des exercices qui sont pour ça. Des exercices qui sont équivalents à Prozac. C'est-à-dire on a fait des études cliniques pour dire ce groupe-là, on va lui donner du Prozac, la molécule antidépresseur célèbre. Ce groupe-là, on va lui faire l'exercice Intel et il y a un groupe de contrôle. C'est la tradition dans l'expérimentation. Et on a vu que pour les personnes à qui on a donné l'exercice de gratitude, ils vont écrire une lettre à une personne vis-à-vis de laquelle ils sentent beaucoup de gratitude. Ça augmente considérablement. Il faut de la gratitude. Il faut l'installer en tant que rituel parce que le cerveau, il aime les rituels. Rituals are the music of life. Le cerveau n'aime pas réfléchir, prendre des décisions. Quand on le met dans
dans le moule de rituel, il le fait. Donc le rituel de gratitude, qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Quelles sont les personnes vis-à-vis desquelles je sens beaucoup de gratitude? Je dois leur signifier ça, leur dire ça. Et donc, glisse toute une lettre de gratitude, comme si c'était à cet instant-là de ma vie. Et je vais être gratitude vis-à-vis de Sidi, bien entendu. Et gratitude, et exprimer cette gratitude par tous les moyens. Pour dire, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Fadlullah subhanahu wa ta'ala, en premier, et grâce à ces personnes-là, à ces personnes-là. Et je m'arrange pour leur dire ça. Et je m'arrange pour rendre ça un rituel dans ma vie. Ça augmente considérablement. Mais si mon mood, mais si my temper, c'est pas le Ghana. Non. C'est un petit peu la différence entre le bien-être ou le mood, temper. Il y a la différence entre le temps et le climat. Le climat, c'est quelque chose de structurel. Mais si c'est-à-dire que considérablement, votre niveau d'énergie émotionnelle va se cultiver la gratitude. Et donc, il y a des exercices pour ça. Deuxièmement, cultiver le pardon. Et vous savez quoi? On a fait des études études cliniques dans les hôpitaux pour voir des personnes avec des blessures graves. Il y a des personnes qu'on a accompagnées dans l'exercice de pardon vis-à-vis de leur assaillant, vis-à-vis de leur hada. D'autres non, et puis un groupe de contrôle. On a vu que le processus de cicatrisation était meilleur chez les personnes qui ont pu dire l'aïsameh. Pardonner, voilà. Pardonner, c'est bénéfique pour la santé. Pardonner, c'est... Mais il faut travailler sur le pardon. Pardon? Voilà, je dis, c'est-à-dire il y a un travail, il y a un accompagnement sur cette histoire de pardon. Ok? Donc vis-à-vis du passé, il y a ça. Vis-à-vis du présent, la première personne à pardonner, c'est qui? Soi. Mais il y a du travail, c'est du travail pour ça. Hein? Avec soi-même, et on le fait sous le regard bienveillant de quelqu'un qui nous accompagne dans cet exercice de pardon, dans cet exercice. Alors deuxièmement, il y a la composante présent. Reda, on a parlé de toi, hein, tu es ici. Hein. On a cité ton nom. Donc R, pour moi, c'est Reda Taleb. Et pour les scientifiques, c'est relationships. Alors, par rapport au présent, cultiver le savoring. Par rapport au plaisir. Savoring, c'est-à-dire savourer. Deuxièmement, vous savez quoi? Tous les plaisirs terrestres, chocolat, tagine, lèvres, etc., qu'est-ce qui arrive? Le cerveau fonctionne par saturation. Les neurones, quand ils sont saturés, il faut augmenter la dose. Tous les toxicomanes le savent. Il faut augmenter la dose pour avoir le même effet. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas tomber dans cette spirale hédoniste, pour avoir le même effet, on nous conseille de faire de la satisfaction. La satisfaction. Fractionner les plaisirs. C'est-à-dire, au lieu نجلس مع رضا الطالب صباح كله ونهار كله عندي عنده مرة في السيمانة يبقى دائما عزيز عليا ونجي المرة الأخرى يبقى دائما j'anticipe. Les plus grands moments d'amour, c'est lorsqu'on monte l'escalier, comme l'avait bien dit Sacha Guitry. C'est-à-dire cette anticipation, etc. On fractionne la consommation de la situation plaisante et on cesse d'en faire une addiction, là où il faut augmenter la dose pour avoir le même effet. Satisfaction. Et partage. Quand on partage la chose, ça devient beaucoup plus... Donc, c'est par rapport au plaisir de... Alors, qu'est-ce qui gêne la satisfaction et le mindfulness, c'est-à-dire consommer le moment présent? Comme j'ai un conseil pour mes sœurs, les filles qui sont ici. D'abord, tu es خارجة مع la famille. وكتهضروا en train de consommer. ما تبقاش حاضي هذاك الكاس الا طاح عندك هذاك الكاس غسل وجهك غسلت يدك هذاك لستي لا عندك لا تفوضوا لا. Vous êtes en train de gâcher toute l'activité de savourer. Et on le fait parfois en plein pique-nique, plein sortie, plein voyage. Là j'ai pris ça. Khali le moment. Khali le moment. Parce que faire beaucoup de... Voilà.
il faut être ici pour réaliser qu'on n'est pas ici. Et ça, c'est le paradoxe du moment présent. Alors, ça, c'est par rapport au... Mais il y a une chose qui rapporte. Ça, c'est l'équivalent de Prozac, à Prozac, la relation significative. Ça, c'est... On a fait une expérience. On a pris des étudiants à la fac et on les a scindés en deux groupes avec un groupe de contrôle. Ça, c'est la tradition scientifique. Premier groupe, on lui a dit, on te donne un budget, je vais partir pendant une semaine, faire tout ce qui te plaît en activité hédonique. Imaginez des étudiants à la fac américaine, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Tout ce que vous pouvez imaginer dans MBC2. Alors, des autres, on leur a assigné un travail de volontaire dans un hôpital de soins palliatifs, là où ils doivent apporter de l'aide à des personnes mourantes, agonisantes, etc. Et on les a monitorés pour mesurer leur degré de bien-être subjectif, c'est-à-dire le bien-être mesuré à l'instant T par la personne. Bien entendu, les personnes qui étaient en plein... oui, etc., on est high. Alors, les autres, les en train de changer des couches, en train de... Il se dit, oui, tu sais, mais j'ai pas dormi la nuit, il y a le gars qui m'a... Alors, quand la chose est terminée, on a commencé à mesurer leur degré de bien-être subjectif après. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens qui étaient dans l'image rose d'Épinal, etc., et les gens qui ont fait du bien, leur niveau de bien-être subjectif s'est amélioré considérablement et durablement. C'est-à-dire que nous sommes neurologiquement câblés pour faire du bien à l'autre, et quand on fait quelque chose de bien à l'autre, la contrepartie est neuronale et chimique, plus d'endorphine, plus d'oxytocine. Subhanallah. Hadi fitra. C'est-à-dire que nous sommes neurologiquement câblés pour... Alors, les évolutionnistes vont dire que ça dépend de la survie de l'espèce. On doit le faire parce que ça va... Mais nous savons que le fitra, et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala fatarana ala an nuhsina li ba'dina al-ba'd. Et donc, vous voyez, la contrepartie est directe. Par contre, l'hédonisme, il y a c'est que quelqu'un, il était un criminel, et il est parti, après sa mort, à sa grande surprise, il se trouve au paradis. Et au paradis, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est l'histoire dans le film. Voilà, tous les plaisirs terrestres qu'on peut imaginer, c'est l'esprit de criminel. Il l'a gardé avec lui. Et le gars, il a bien entendu fait tout ce qu'il fait. À un moment donné, il a senti que c'est une vie, il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Mais il a ramené, il a mis un gardien de son paradis pour lui dire, je ne trouve pas d'accès d'excitation ici, il n'y a rien. Je suis tellement ennuyé, j'aimerais bien partir à l'enfer. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Tous les plaisirs, mais pas de sens. C'est ça. Histoire de dire que l'hédonisme, où est l'enfer? Une vie vide. C'est l'enfer. Alors, positive motion. Mais vous savez, les émotions négatives, والصالحين ou les مصالحين. Alors, il y a un ratio. Nous sommes dans la science. Fredrickson et Lozada, ils ont fait un ratio, ce qu'on appelle le ratio de positivité. En général, il faut, pour chaque émotion négative, 3 émotions positives. Dans une vie, en général, il faut respecter le ratio de 1/3. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savourer l'émotion positive si vous n'avez pas un passif d'émotions négatives. Imaginez quelqu'un qui vit... Il ne vit pas la frustration, ni la peur, ni la colère, ni la tristesse, ni rien. Et c'est l'erreur que nous faisons avec nos enfants parfois. En leur épargnant. Alors, la métaphore, c'est quoi? C'est que les émotions positives, c'est ça.
c'est la voile qui reçoit l'énergie. Mais la quille, c'est les émotions négatives qui nous permettent d'être stables. Ratio 3/1. C'est-à-dire que le négatif, c'est bien, mais le négatif, il faut une vie réelle, réaliste. Et ça, c'est la science. Dans le monde de l'entreprise, on verra qu'il y a des ratios un peu plus différents. C'est 1/5, c'est 2/5. Dans la famille, il y a un ratio différent. Dans la relation de couple, il y a un ratio différent. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a contextué un peu la chose et on a vu que dans des contextes, voici le ratio healthy, c'est-à-dire idéal, qui peut nous aider à prévoir la durabilité de la relation. Alors, on revient à... OK, c'est bon pour les émotions positives? Engagement. Engagement, ça veut dire quoi? C'est l'état de flow. L'état, ce qu'on appelle l'expérience optimale. On la doit à Mihaly Csikszentmihalyi. C'est un psychologue dont le nom est très difficile à prononcer. Et il a une théorie célèbre qui s'appelle le flow, the flow state. C'est ce qu'il appelle aussi, lui, l'expérience optimale par rapport à l'expérience de l'entropie psychologique. L'entropie psychologique ou l'entropie de conscience, c'est quand vous avez des idées déconcentrées, dispersées dans pas mal de sens. Mais le flow, c'est quand vous voyez le musicien en train de fusionner avec son instrument. Quand vous voyez le chirurgien en train de faire l'opération sans effort. Il est totalement absorbé dans ce qu'il fait. Le joueur de foot, de tennis, etc. L'écrivain quand il écrit, l'orateur quand il parle. Bref, même quand on prépare un tagine et on est vraiment dedans, voilà, on fusionne avec ce qu'on fait et on est totalement aligné et on oublie le temps, on oublie la douleur. Paradoxalement, dans le flow, on n'est pas conscient du tout de nos soucis, de ce que nous pensons, de ce que nous... On est concentré sur la tâche. Et vous savez, cette situation de flow, il a des vertus anti-inflammatoires. Quand vous la faites, après, vous sentez que vous êtes énergisé. C'est de l'anti-inflammatoire. Le corps, il sécrète des corticoïdes qui vont l'aider naturellement à rétablir ce qui ne marche pas. Alors, المحروم من حرم من تجربة التدفق الذهني. C'est l'état de flux. Et nous vivons avec les réseaux sociaux, etc. La possibilité d'avoir le flow, de concentrer à la elle est de plus en plus difficile à avoir. Il faut faire ce qu'on appelle les activités autotéliques, les activités salutogéniques. Ça, c'est des termes techniques. Toutes les activités qui peuvent nous aider à atteindre cet état de flux. Et dans l'éducation, dans pas mal de contextes, oui. Comment, la télépathie entre nous fonctionne bien, comment atteindre le flux? Il va falloir faire des choses, et là, la psychologie positive, il a une théorie à part entière qui s'appelle la théorie des forces et vertus. Chacun de nous, il a un portefeuille de forces et vertus. Et quand il est aligné dans ce qu'il fait avec ses forces et vertus innées, il peut atteindre le flot. C'est quand il est aligné avec ses forces, ses prédispositions naturelles à exceller. Il est dans le flux. كتلقى ولد ما لاحظتوش كانوا معنا شي وحدين في القسم توربيلون ما صالح حتى لحاجه كتخرج للفوت le gars il devient un art, il se retrouve dans ce qu'il fait, il est totalement absorbé, il a l'air sérieux, etc. Une chose, l'exemple il était caricatural, mais pour dire que on ne peut pas faire le flux, on ne peut pas atteindre le flux dans une activité qui n'est pas alignée avec notre capital, notre actif de force et de vertu. Et la psychologie positive nous donne l'inventaire de nos forces et de vertus. Et bien entendu, quel c'est le domaine où ces forces et vertus peuvent être mis à profit pour atteindre le flux. Et donc, pour moi, l'un des moments les plus importants de la vie, c'est que la possibilité d'atteindre le flux. Alors, R, relationships.
quand vous avez des personnes avec qui vous partagez beaucoup de choses, l'amour. Voilà. C'est un besoin humain. Les bonnes relations, il faut les cultiver. Ça se cultive. C'est un jardin. On prend soin de la relation. Il faut créer cette banque, ce compte bancaire dans les relations amoureuses, les relations d'amitié, etc. Je peux vous renvoyer à une conférence que j'avais déjà faite sur l'alphabet de l'amour et tous les types de relations intimes, relations d'amitié, etc. Comment peut-on gérer ces relations, nourrir ces relations, parce qu'une partie de notre bonheur vient de la qualité que nous entretenons avec notre écosystème. Des relations toxiques peuvent vous pourrir la vie. Et la première des choses à faire avec les relations toxiques, via negativa, adding by subtracting. La chose que notre sagesse ancestrale au Maroc a dit, via negativa, dit autrement, c'est-à-dire adding by subtracting. Toutes les personnes toxiques dans votre vie peuvent être gérées d'une manière très efficace en prenant la fuite. Mais toutes les personnes dignes d'être retenues dans votre vie doivent être cultivées. Et l'art de cultiver les bonnes relations, c'est un art. Et il en va de notre bien-être. M veut dire quoi? Meaning. L'être humain est fait de sang et de sens. Et il y a une expérience de pensée qu'on a dit que, supposons qu'on a une machine ou là une pilule que vous pouvez prendre chaque jour et qui va vous procurer, à l'échelle d'expérience, l'équivalent de l'extase. C'est une molécule halal. Imaginons la chose, on est dans le monde de l'expérimentation, donc on peut tout halal, taïeb, etc. Vous la prenez et il vous donne l'équivalent d'un prix Nobel. Il est en train de prendre son prix Nobel, vous prenez le médicament, vous prenez la pilule et il va vous faire sentir tout ce qu'il est en train de ressentir. Un artiste avec son Oscar, un scientifique avec son prix Nobel, quelqu'un en train de marier sa fille, bref, quelqu'un en train de réaliser ses rêves. Et imaginez que cette pilule est accessible. Est-ce que vous allez l'accepter? Qu'est-ce que c'est que cette vie où oui, je me sens bien, mais voilà. L'être humain, justement, est fait pour chercher du sens. Ça, on le doit à Viktor Frankl, qui a bien écrit « Man's Search for Meaning ». Et il a bien inventé toute la psychologie du sens. Il a dit qu'il y a ce qu'on appelle la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie à base de sens. Retrouver les gens, réaligner les gens au sens. Il y a une petite allégorie célèbre qu'on raconte. C'est l'allégorie de quelqu'un qui était dans la forêt en train de se promener. Il a trouvé quelqu'un en train de tailler des pierres. Tailler des pierres, etc. Il a laissé pour retrouver quelqu'un d'autre en train de tailler des pierres. Mais il avait l'air un peu moins agité. Qu'est-ce que tu fais? Je taille des pierres. Ouais, tu sais, pour un mur, hein, pourvu que ça se termine. Vivons la fin de semaine. Le troisième, en train de tailler des pierres, en train de fredonner, etc. Il a l'air très zen. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ces pierres pour la cathédrale, pour rester dans l'intégrité intellectuelle. La cathédrale, qu'est-ce qu'elle veut dire dans leur imaginaire? C'est quelque chose de sacré. Entre la corvée de tailler des pierres, il était connecté au sens. La finalité. أنت بما ساهمت فيه لا بما ساهمت به. أنت بما ساهمت فيه لا بما ساهمت به وإن النية العظيمة لا تدخل على العمل الحقير فتضعه في ساق العرش. C'est-à-dire, il n'y a pas de... The greatness is doing small things greatly. Greatness is in doing small things greatly. Et c'est هذه العظمة. يعني dire الحاجة connecté au sens, au-delà de sa valeur monnayable. Et quand on est déconnecté du sens, donc la recherche du sens peut vous donner beaucoup de vitalité, beaucoup de bien-être dans votre vie. A, achievement, les objectifs.
quelque chose que je réalise. Parce que le sens, oui, mais Gandhi, il était une personne qui était très alignée vis-à-vis du sens. Mais dans ce sens-là, il s'est mis un objectif, c'est travailler sur l'indépendance de son pays. Mandela, pour prendre les figures un peu qui font l'unanimité dans le monde, sans parler des nôtres, sans parler... Mais, tout ça doit être aligné à des réalisations, à des achievements. Et c'est tout à fait sain de créer des objectifs qui soient alignés avec le reste. Seulement, je suis toujours dans le VA négativa. Dans les objectifs, le problème, ماشي هو اللي كيقولوا لنا les gens ديال développement personnel. Think big, you can do everything once you unleash the giant within. إيه متفقين هادشي كله. راه المشكل هو we can do everything. راه هذا هو المشكل. المشكل on doit renoncer et choisir. راه can do, want to do, really want to do, and really, really want to do. والحياة راه محدودة. راه سنوات نهار. Donc faire la part des choses, entre dire non à des choses et dire oui à d'autres, ça diminue. Parce que là, درتي بزاف des objectifs. وبقيتي ما درت والو هنا، واش خصني هنا، ومازال ما وصلتش هنا. Ils vont se transformer en fardeau dans votre vie. Focus. Et le focus doit être fait d'une manière bien raisonnée. ماشي ندير أي حاجة قاعد نديرها. Can do, oui. Want to do أي حاجة باغي نديرها. أي حاجة باغي نديرها وكاين الحاجة اللي vraiment ce qu'ils appellent هما your inner calling. يعني داك l'appel intérieur, quelque chose pour laquelle vous êtes vraiment câblé. Alors d'abord تفهمنا على le PERMA. فين ساعات تسكسو. Le PERMA مبدئيا هو هذا. Quand le bonheur total, c'est lorsque vous faites une chose à la fois. Positive emotions. Je suis en train de savourer une chose, savourer. Je n'ai pas de frustration par rapport au futur. C'est sain. Je mange sain. Du couscous à la semoule, fait maison, etc., etc., الخضاري نعم سيدي, etc. Positive emotion. Je suis totalement in. Je vis l'instant présent. حتى ريحة القرعة كنشمها, etc. J'attends نوصل للقنة. Pour parler, maintenant il a dit que il va falloir que je valorise mon héritage. على ما نوصل للقنة, على ما ريحة السمن كنحس بها ونعقل عليها. اللقمة كنلقمها وكنحس بها dans mes tripes. Je la sens, mais j'ai des papilles gustatives, il dit. Et moi, avec ça, je suis خاشع. Mais vraiment, ça c'est ce que je vis. Hein. Engagement. Et vous partagez ça avec des gens que vous êtes. جالس مع العائلة élargie, etc., etc. Toutes les gens, vous partagez la chose avec ceux qui vous aiment. Ça a beaucoup de sens. تلاقيت مع الناس اللي هذا. Je dois être ici aujourd'hui. بعد مرات كيجينا هذا الإحساس ديال ce que je fais, je ne peux pas l'échanger avec le مال الدنيا. Je suis ici, je dois être ici, je suis à la bonne place, au bon moment, etc. C'est au sens. Et surtout, je suis en train de célébrer السابع, le doctorat, le khidma, etc. Vous sentez qu'il y a une récompense après un effort consenti, etc. C'est l'achievement. وتخيلوا معايا قزعة درنا عليها avec tout ce sens-là. Avec tout ce sens-là. N'est-ce pas? Est-ce que c'est la bonne définition du bonheur? Vous acceptez la définition? Donc la science est nous le PERMA et notre couscous se trouve au centre de ce PERMA. Je vous souhaite tous et toutes une vie ici. Merci Saifullah.
J'ai dû sortir pour des raisons logistiques. خليتكم معقولين جيت كنتهضروا على الكسكسو. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, vous aviez l'air non choqué. Merci Sefla pour cette brillante intervention. La parole est à la salle. S'il y a des questions, des commentaires, des réactions. Oui, oui, mais vous, on le connaît déjà. Bonjour. Abd Samad, je suis très heureux de participer avec vous ce matin pour bien déguster après, Inch'Allah, chez Bon Plat en après-midi. Alors, par rapport à la réalisation achievement, alors, disons que je parle aussi du couscous. كاين اللي كيتحرق ملي كياكل الكسكس وعنده لا باسيون دو الماكله وكياكل بشاره كما كنقول له. Alors, deux choses par rapport à l'how, le comment. باغي ننجح في l'accomplissement de mes tâches sur la mode projet. Où je donne l'exemple ديما مع كسكسو هي ملي تحرق كاين اللي عنده لا باسيون pour continuer وياكل وكاين راه يحبس يخليه حتى يبرد. Alors comment on gère dans les projets pour réussir هذيك les moyens dans le how. C'est ça ma question. Dans le how, il y a juste, il y a primo la partie rationnelle de la chose. Hein. Il faut gérer le projet parce qu'il, comme son nom l'indique, en tant que projet. Et secondo, par rapport à cette question de تحرق, حيت كاين اللي غيتحرق ويقول لك صافي هادشي طلع ليا في راسي ان شاء الله لا رجعت نقصها معكم، وكاين اللي يتحرق يقول لك خليها انا. C'est ce qu'on appelle en psychologie positive la résilience. Et la résilience fait partie de ce qu'on appelle le capital psychologique. Le capital psychologique. Et c'est une théorie assortie d'exercices, etc. Comment on travaille sur le muscle de la résilience. Et donc, voilà, on se retrouve déjà dans les thèmes de notre domaine d'intervention. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. C'était très intéressant et ça m'a motivé pour demander deux petites questions. Est-ce que c'est en additionnant ces petits moments de bonheur qu'on atteint ce bonheur, disons, inatteignable mais un peu absolu, et pour les relations, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu égoïste de comment on dit, focus on yourself and let negative people outside of the zone? C'est égoïste ou là? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu égoïste par rapport aux autres, vraiment? Est-ce qu'ils vont le prendre d'une manière que vous êtes égoïste et que et tout, ou bien ils vont comprendre par la suite que c'est ton bonheur et voilà. Merci. Alors, par rapport à cette histoire d'additionner les petits moments ou travailler sur le macro, vous savez, il y a deux grands courants philosophiques qui portent sur la question. Il y a la théorie ascendante du bonheur, il y a la théorie descendante. La théorie descendante, il va vous dire, moi je suis bien, heureux, quelles que soient les circonstances. C'est un petit peu les stoïciens, je suis stoïque, je suis imperturbable, moi je suis bien dans ma peau, indépendamment, ça c'est la théorie descendante. Et donc tout ce que je fais, je vais le faire avec bonheur, quelles que soient les circonstances. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a la théorie à laquelle je m'inscris, voilà, je m'inscris, c'est la théorie ascendante. C'est-à-dire que le bonheur, c'est une progression, c'est une voie qui ne se termine pas. Et c'est en travaillant sur les petits moments, en additionnant les petits moments, en multipliant les petits moments. Parce que ce qui va arriver dans les ennuis, vous savez, les ennuis dans la vie, ils s'additionnent et puis ils se multiplient. Les moments de bonheur, il faut les additionner et travailler à ce qu'ils se multiplient. Et comme ça, on peut obtenir une vie. Et ça, c'est un travail sur soi. Hein. C'est un travail, c'est un exercice. Et là, j'emprunte un terme très technique, c'est une éducation au bonheur. Comment aider les gens à énacter leur bonheur. Nos écoles nous enseignent les maths, physiques, etc. Mais parfois, ils oublient de nous enseigner comment énacter notre bonheur qui est une fait. Alors, par rapport à cette écologie relationnelle, c'est au cas par cas. Moi, je parle des cas extrêmes de relations toxiques qui ne sont pas vitales. Qui ne sont pas vitales. Je ne parle pas de relations avec vos parents, je ne parle pas de relations avec vos proches, qui doivent être gérées au cas par cas. On ne peut pas gérer la personne, mais on gère la relation parfois
la meilleure solution serait de limiter le contact avec une personne qui vous bouffe votre énergie ou là qui vous gâche votre plaisir, votre bonheur. Et donc, la solution radicale serait de prendre la décision rationnelle de couper court à cette relation. Ce n'est pas égoïste, mais c'est écologique, au sens où je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin des gens qui importent pour moi. Okay. Bonjour, merci pour cette conférence. Alors ma question c'est par rapport à engagement, le point E. Alors vous nous avez parlé du fait qu'il faut être concentré sur sa tâche et faire ce qu'on aime. Mais comment on peut savoir, est-ce qu'il y a un test ou là quelque chose pour connaître ses forces et vertus innées? Est-ce que, parce que parfois on se dissipe, on ne sait pas exactement ce dans quoi on excelle. C'est ça ma question. Et la réponse, oui, à Lula. Deuxièmement, c'est que vous pouvez accéder à VIA Character, VIA, Values in Action, viacharacter.org, et vous allez trouver l'association qu'a fait Martin Seligman. Elle a été subventionnée par une autre association, ce qui fait que le test est gratuit, mis en ligne est gratuit parce qu'il y a une bourse derrière. Il y a des gens qui ont payé pour ça et qui veulent faire l'étude à l'échelle internationale. Accédez, vous allez vous enregistrer sur le site, et le site VIA Character, VIA, caractère en fait, voilà. VIA Character en anglais. Le test راكين بالعربيه والفرنسيه يعني بزاف les langues parce qu'il y a une subvention derrière. Vous accédez, vous faites le test et il vous donne directement le fichier PDF sur l'inventaire de vos forces et vertus. D'accord. Ok. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre intervention. C'est une vraie prise de conscience avec une méthode qui est très enrichissante et simplifiée. Ma question est principalement concernant en fait comment on peut gérer des gens qui risquent d'impacter le bonheur. Je vais m'expliquer. Par exemple, on peut être dans un état où on est épanoui, on travaille sur soi pour atteindre un certain niveau de bonheur, qu'on essaie de partager avec notre entourage, ce qui est tout à fait normal, parce que le bonheur est contagieux. Et par la suite, on se retrouve avec des gens qui soit ils essayent de casser, on va dire, ce bonheur-là en disant non mais c'est bon, après vous allez rentrer dans une routine et ça va être cassé, etc. Et qu'ils absorbent ce bonheur, ils partent avec un état disons, voilà, un état plutôt positif en laissant la personne concernée dans un état qui est négatif. Voilà. Donc, comment faire en sorte à ce que le bonheur dure, surtout quand il est partagé avec plusieurs personnes? Alors, je réagis tout d'abord par rapport au cas général, c'est-à-dire le bonheur dur ne veut pas dire que le bonheur doit être constant et en augmentation tout le temps. On est dans la vie et il faut accepter que le bonheur, qui se met de drunk man pathway, c'est-à-dire le bonheur, il fait comme ça, il est en train de se ladromer. Voilà, il va au gré des circonstances et il faut accepter. Mais on doit juste maintenir la boussole sur le fait qu'on travaille sur disons, l'entretien de notre bonheur. Maintenant, on ne peut pas gérer des personnes. Tout ce qu'on peut gérer, c'est notre relation avec ces personnes-là. Et notre relation avec ces personnes-là, elle est conditionnée par le degré d'autonomie et l'importance qu'on donne à ces personnes. C'est-à-dire, c'est moi qui ai donné la permission à cette personne-là d'avoir un impact signifiant sur ma perception de mon bonheur à moi. Si je me pose cette question, j'analyse et là, je suis dans le cas par cas. C'est-à-dire, je ne peux pas donner une recette générale. La recette générale que je peux donner et qui ne marche pas à tous les coups, c'est la distance. S'il y a quelque chose qui me fait mal, autant garder ses distances. Mais je sais que ça ne marche pas à tous les coups. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de détails dans une posture d'accompagnateur pour vous dire, voilà, on analyse la relation parce que le courant de la négativité, il passe via un câble. Alors, il va falloir comprendre l'électricité de cette câble, de quoi elle est faite pour pouvoir la gérer. D'accord. Bon,
Merci. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour votre présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Je reste dans le même cadre des relations toxiques que vous avez dit qu'ils détruisent le bien-être ou notre bonheur. Alors là, je me demande, parce que ça m'est arrivé pas mal de fois, parfois on se retrouve dans des relations toxiques. On sait très bien qu'ils sont des relations toxiques, mais le cerveau nous dit que c'est une relation, c'est-à-dire ce sont des personnes ou c'est une situation à éviter, mais une autre partie du corps, si vous voulez, soit le cœur, soit le vécu, soit le lien familial, soit nous dit que c'est pas évident de se retirer, de mettre fin à cette relation qui est toxique. Comment trouver cet équilibre ou comment trouver une solution pour... Alors, je vais Merci. réagir doublement, en double posture pour cette question. Alors, la première, c'est que je vais être un peu dans une thérapie un peu sauvage, au risque de trahir mon port d'attache scientifique, et dire que lorsque nous insistons à ce qu'une relation se maintienne, c'est qu'on a un bénéfice secondaire tiré de cette relation. Et quand on est dans le cas par cas, on va se dire, mais oui, cette personne vous pourrit la vie, mais derrière cette pourriture apparente, il y a un bénéfice secondaire qui fait que vous tenez à la chose et vous êtes en train de rationaliser. Qu'est-ce qu'il vous procure comme sensation? Est-ce que vous êtes le sauveur dans cette relation? Est-ce que vous êtes la personne? Bref. Nous avons un inconscient qui risque parfois d'attraper certains fantasmes et qui font que même s'il mange quelque chose saumâtre, s'il boit du saumâtre, il se dit oui, mais c'est bon parce qu'il a besoin d'ingurgiter un liquide. C'est ça son bénéfice secondaire. Et ça, c'est au cas par cas, qui peuvent être traités dans des contextes bien déterminés. Mais la psychologie positive, sans philosophie, elle est tout à fait différente et ne focalise pas sur comment gérer les relations toxiques, elle focalise sur comment cultiver les relations positives. Et donc l'angle d'attaque, le paradigme est différent. Comment prendre soin déjà de notre actif, des gens qui importent et qui sont importantes, et quand on travaille sur eux, sur elles, ils peuvent considérablement améliorer notre niveau de bien-être. Peut-être les petites personnes qui gâchent le plaisir vont prendre leur véritable dimension à cet effet-là. Quand vous nourrissez votre trésor de guerre, peut-être c'est juste parce qu'il y a un manque à gagner ailleurs. Et donc toute la psychologie positive, c'est prendre soin tout d'abord des relations garanties et surtout des personnes qu'on considère comme acquises dans notre vie. Et on oublie de l'entretenir. Et donc du coup, j'ai vidé le compte. Et c'est ça le focus de la psychologie positive. Moi, je voulais revenir au titre de la conférence qui m'a interpellée et donc qui m'a beaucoup attirée. Et je voudrais savoir comment le résumer comment je pourrais résumer cette conférence si je devais raconter à quelqu'un ce qui s'est passé. Quand je reviens au titre des alchimistes aux ingénieurs, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que quelque part les alchimistes, c'est la démonstration qui a été faite, c'est quelque part c'est des escrocs. Enfin, on a eu l'exemple de la personne à Venise. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se développent autour du bien-être. C'est un peu la tendance parce que les personnes ont besoin de respirer, de souffler. On a du Reiki, on a tout ce qui est autour des pierres. Enfin, on a toutes sortes de choses qui se développent. Est-ce qu'aujourd'hui, en résumé, ce qu'on entend par ce titre, c'est que toutes ces pratiques sont un peu de l'escroquerie et donc il faut rationaliser et donc rendre les choses un peu plus dans le rationnel, donc avec le mot scientifique, avec ingénieur, ou alors il y a encore un peu des deux parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a, enfin en tout cas moi j'y crois, les énergies, bon c'est en rapport avec la physique quantique aussi. On sait que dans une salle, s'il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie positive, la personne l'a dit, le bonheur est contagieux. Donc, il y a aussi des choses qu'on peut peut-être pas tout expliquer de manière très rationnelle. Donc, je voulais juste savoir comment on interprétait ce titre et comment, finalement, quel était le résumé de tout ça. Merci, et belle réflexion, et surtout très bien placée à la fin. Hein, très bien placée. Hein. Alors, par alchimiste,
Par alchimiste, je veux dire juste les personnes qui ne se soucient pas de la pertinence scientifique et de la rigueur intellectuelle de ce qu'ils donnent comme promesse. Je ne veux pas dire forcément des personnes qui ont tort, mais des personnes difficiles à falsifier. Parce qu'on ne possède pas, ou là, on ne possède pas encore les moyens d'accéder d'une manière méthodique et rationnelle et reproductible, voilà, reproductible à leur manœuvre. Et c'est ce qui fait la ligne de démarcation entre science et pseudo-science, ou non-science. Alors moi, je m'inscris résolument dans la pratique scientifique qui respecte tout ce qui est philosophique pur, qui cherche la vérité tout en restant idiosyncratique, c'est-à-dire très lié à son contexte. Il ne cherche pas à généraliser, mais je suis très sceptique. Et j'assume ma posture, quitte à avoir beaucoup de gens sur le dos. Et c'est tout à fait normal. Hein, et très sceptique vis-à-vis de toutes ces pratiques-là qui profitent de la demande, qui est tout à fait légitime, pour permettre des choses qui risquent de ne pas être fondées, sans tomber dans la généralisation. Mais vous savez quoi? Les alchimistes sont les grands-pères des chimistes. C'est-à-dire toute chose commence par l'alchimie pour évoluer vers une forme beaucoup plus structurée, beaucoup plus méthodique. Et donc, j'attends à ce que ces manœuvres alchimistes se transforment en véritable chimie pour qu'ils puissent être vus par mes semblables comme pratiques. Merci. Et si je puis me permettre, Saifullah, c'est aussi, on est dans une discipline, comme beaucoup d'autres, qui sont empiriques. C'est-à-dire, ce pas des gens qui ont travaillé dans un labo, ils sont sortis, ils nous disent, voilà, c'est le bien-être. Et donc, il y a des gens qui appliquent, et puis il y a des gens qui font autre chose, et donc, des escrocs, etc. Tout ça est empirique. Donc, à un certain moment, il y a du bon sens. Il y a des gens qui vont dire des choses. Ce n'est pas basé sur la science, mais c'est vrai. Je ne suis pas obligé d'être scientifique pour savoir que si je lâche le micro, il va tomber par terre. Ça ne veut pas dire que j'ai étudié la science et je connais la loi de la gravité et je peux expliquer le phénomène, etc. Donc il y a aussi cette flexibilité. Moi, ce que je veux dire au mot de la fin, peut-être d'abord en votre nom remercier Saifullah pour ce brillant exposé. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Et à travers lui, le Human Flourishing Engineering Institute, donc l'Institut de l'épanouissement humain et de l'ingénierie et de l'épanouissement humain. Et donc vous rappelez, je suis aussi dans mon rôle, que donc un cycle sera lancé sur CASA pour aller encore plus loin et effectivement avoir les outils, les méthodes, parce que si on parle d'ingénierie, c'est qu'il y a une boîte à outils à un certain moment, il y a le compas, hein, le compas du flourishing, hein, comme disait Gedmel, mais qu'on pourrait utiliser ce compas-là. Par contre, il y a des outils. Et tout ça, en fait, est intégré dans un cycle. Donc, vous avez des brochures qui expliquent un peu comment c'est. Il y a aussi un email, etc., pour aller encore plus loin sur des questionnements éventuels. Le cycle se passera donc ici au Most Event, donc qui est le partenaire pour ce cycle-là, et qu'on remercie d'ailleurs à travers Moufid, pour justement nous avoir permis aujourd'hui de tenir cette conférence. Je vous invite au nom des organisateurs donc à un cocktail de déclusion pour pouvoir continuer autour d'un jus, d'un thé ou d'un café avec professeur Saifullah autour de ce sujet-là. Et je vous remercie encore une fois très sincèrement d'être venu un samedi matin partager avec nous des ondes positives, pour rester sur le terme qu'a utilisé Madame, pour justement nous permettre de profiter d'une partie de la science infuse que détient Saifullah. Merci encore Saifullah, merci à vous.